J'ai un peu changé mon titre aujourd'hui. Violence politique et peur, regard réaliste sur la décroissance. Vous verrez pourquoi. Ça commence ainsi. Je ne viens pas vous parler à titre d'universitaire. Ce travail-là est le travail d'une réflexion personnelle que j'ai faite et donc qui n'est pas du tout en lien avec le doctorat que j'ai entamé et que j'ai abandonné. Et c'est important quand même de le dire. J'ai une maîtrise en sciences de l'environnement et quand j'ai vu qu'on me formait pour devenir un gestionnaire du saccage écologique, j'ai changé de branche. Donc, je ne m'appuie pas non plus là-dessus, parler aujourd'hui. Et je ne suis pas militant, encore, à la cause. Donc, je viens comme citoyen. Voilà. C'est mon statut. Les flèches. Donc, voici la structure de ma présentation. Je commencerai par une réflexion sur la violence interétatique comme le premier moteur de la croissance. Et donc, je le fais. Je remets en cause l'identification des causes de la croissance que je rencontre généralement dans la littérature. Et ce que ça implique comme conséquence. Deuxième point, réflexion. J'ai oublié de mettre un code. Si vous levez les doigts, c'est parce que vous ne comprenez rien à cause de mon accent. Puis je vais répéter. D'accord? Et puis juste une main, c'est suffisant. Je vais essayer de vous voir. Parce que ça serait plate que ça se perde pour des raisons de... Ou pas assez fort, ou... Oui, j'avais demandé le signe pour pas assez fort. Alors je vais parler plus fort. On m'a dit que c'était en mode diesel, je ronronne. Non? Oui? On va moins dieseler. Réflexion sur la violence intra-étatique comme second moteur de la croissance. Réflexion sur la peur et la gestion d'ambition, notamment. J'ai pas beaucoup développé gestion d'ambition, malheureusement. Et contour très rapide d'une utopie possible post-croissance pleinement pacifiste. Une théorie des relations internationales qui postule que les États, leur motivation première, donc, est celle d'étendre et d'augmenter leur puissance afin d'assurer leur survie. C'est la théorie encore dominante aujourd'hui au sein de l'étude des relations internationales, celle qui a beaucoup influencé les politiques étrangères des grandes puissances du dernier siècle et de ce siècle, en fait. Notamment, le représentant français, un des plus connus de ça, c'était probablement Raymond Aron. Qui n'avait pas nécessairement la même sorte. Il y a plusieurs variantes ensuite de réalisme, et donc j'entre pas dans ce débat parce que c'est pas vraiment pertinent pour la présentation. Et j'en suis pas un expert, parce que je parle à titre de citoyen. Et donc, pour eux, la sécurité des États est un jeu à somme nulle. Un État qui augmente sa propre sécurité diminue mécaniquement celle des autres. Donc, on dit alors que c'est le dilemme de sécurité, et qui serait difficilement... Voilà. Et le dilemme de sécurité crée l'ordre international anarchique. Donc, c'est-à-dire que les États entre eux, il n'y a personne qui pourrait faire respecter une autorité, donc imposer une loi ou faire respecter des lois. Et donc, il y régnerait une insécurité fondamentale. Et évidemment, on pourra dire de nos jours qu'on ne la ressent pas constamment, parce qu'il y a des alliances. On va dire, mais il y a le Luxembourg... qui n'a pas d'armée. Il faut être vraiment naïf pour penser ça. Alors, les jeux d'alliance font complètement partie de l'insécurité fondamentale. Et ça coûte cher, je pense, être dans l'OTAN sans avoir d'armée. Voilà. Donc, le résultat des postulats du réalisme implique une course à l'armement infini, et donc une course infinie à la puissance. Tout simplement. Qu'est-ce que la puissance? La puissance désigne une capacité d'un acteur à obtenir des autres acteurs qu'ils infléchissent leurs actions et leur conduite dans le sens de leurs propres intérêts, de ses propres intérêts, sans consentir en retour des concessions de même valeur. Autrement dit, c'est un peu asservir quelqu'un. Donc, la puissance est un moyen d'asservissement. On dit généralement que la puissance peut être militaire, économique, diplomatique, culturelle ce sont tous des « et ou » ici, comprenez, technologique.
Mais le développement de tous ces aspects-là, à moins que vous vouliez me contredire, repose nécessairement sur la nécessité d'une maximisation de la croissance économique. Tout coûte cher. La diplomatie, ça paraît pas, mais ça coûte très cher quand on veut en faire sérieusement. Et je parle pas des autres qui sont aussi très chers. Et donc, aussi, je voulais vous rappeler, et vous le savez sûrement, que selon les réalistes, en fait, il n'y a pas de définition du mot paix, sinon par la négative. La paix est l'absence momentanée de guerre. C'est souhaitable, mais c'est rare. Et donc, on va dire que déjà, il y a la guerre perpétuelle, celle qu'on oublie constamment, en fait. Puis là, c'est une petite liste. Ça, je pense que c'est ChatGPT qui me l'a sorti, donc j'ai oublié au moins les 3/4. Et j'ai pas impliqué les guerres civiles, qui sont rarement sans l'influence des puissances étrangères, et donc qui rentrent complètement dans des logiques de puissance tout autant. Je peinerais à nommer une année depuis le début de la Deuxième Guerre mondiale où les Américains ne sont pas impliqués directement dans un conflit armé. Et il le dit uniquement directement, parce qu'indirectement, c'est constant. Et donc, j'en fais quelques constats vraiment simples. La guerre est le mode normal d'opération des États. C'est la définition. La croissance infinie est générée par l'anarchie du système international et non par le capitalisme. Oh, désolé, vous pourrez contester ça aussi. Bien que celui-ci soit un système qui est très efficace et très envahissant, disons-le comme ça. On peut presque parler des espèces envahissantes dans leur cas. Je pense que c'est seulement un moyen parmi d'autres qui a été imité, ça a été implanté. Ça s'est développé dans certains États et ça s'est propagé, mais c'est parce que ça fonctionnait bien, en fait. Il faut accroître la puissance, pas par je ne sais pas quelle volonté. Et donc, bon, juste une petite note aussi que l'accaparement des ressources énergétiques, c'est au cœur de toutes les stratégies de puissance des États. Depuis fort longtemps, on pense à la Première Guerre mondiale et à toutes les autres, et à la guerre en Irak, en 2003, ou je ne sais pas lesquelles. Et donc, c'est très, très, très important de se rappeler comment l'accaparement des ressources énergétiques, en fait, est un casus belli, une cause de guerre, et complètement central à ce qu'on appelle la raison d'État. Et donc, je fais vraiment vite, n'est-ce pas? Donc, j'aurais dû dire état décroissant ici, vous excuserez ma maladresse. Pour moi, si demain matin un État voulait se déclarer décroissant, ce qui serait très agréable, n'est-ce pas? Mais il aurait probablement un problème fondamental, qui est celui qu'à moins qu'il réussisse à découpler sa production économique et sa puissance, il entrerait dans une optique de diminution de sa puissance, en fait. Et donc, il deviendrait automatiquement vulnérable à une invasion, parce que probablement que ses voisins ne seraient pas décroissants et donc fortement opposés à ce nouveau joueur. Ou il serait forcé, s'il était capable de se défendre, à des échanges économiques complètement inéquitables, voire même à du marchandage. Et donc, s'il possède l'arme nucléaire ou une autre arme de destruction massive, il serait probablement isolé, à l'instar de la Corée du Nord. C'est une perspective réjouissante. Il y a un superbe roman américain des années 70 d'ailleurs, où la côte ouest américaine décide de faire sécession pour devenir féministe et écologique, mais la seule façon qu'ils réussissent à ne pas se faire envahir par le reste des États-Unis, c'est en mettant la main sur tout l'arsenal nucléaire et en faisant la menace militaire constante. Un roman intéressant dont j'oublie le nom. Je m'en excuse. Alors, comment pourrait-on sortir de ce verrou?
Ah, j'ai oublié de vous dire en introduction, vous n'êtes pas obligé de rester, ça vous tente pas. Je vous donne la liberté, je ne serai pas froissé. Donc, il y aurait la possibilité de décroître tous en même temps. Ce qui pose ce qu'on appelle généralement, ici, et particulièrement puisque ça touche à la puissance, la logique du dilemme du prisonnier. Qui dit, qui dit que si tous les prisonniers s'entendent sur un plan, ben, ils ont certaines chances de s'en sortir, mais si un seul prisonnier qui veut un gain double, donc, je ne sais pas, sortir et recevoir 1000 $, si un seul de ces prisonniers-là refuse d'embarquer, eh bien, tout le plan tombe à l'eau, parce qu'il aura vendu ses partenaires. C'est en fait le dilemme du prisonnier, grossièrement, c'est ce qui se passe avec les négociations sur la réduction de gaz à effet de serre. Les États sont fondamentalement conscients que ça va toucher à leur puissance. Donc, ils ne concèdent à décroître que si vraiment tous ont fait l'effort minimum, et là, tous les arguments peuvent être bons pour dissimuler la logique de puissance. Et bref, il ne se passe pas grand-chose, à moins que la réduction soit tellement facile qu'ils ne fassent pas vraiment de concession à leur puissance, en fait. Donc, c'est pour ça que depuis Kyoto... Ah, Kyoto, ça date, hein? Est-ce que j'étais né? Bref, que ça avance pas. Une autre possibilité, on pourrait essayer de voir à la création d'un hégémon. Un hégémon étant un État qui aurait la mainmise sur les autres. Donc, un petit peu plus que la puissance unipolaire, comme on l'a vu avec les États-Unis des décennies un peu précédentes, suite à la chute du mur. Un hégémon a quand même plus de contrôle sur les autres États, ou du moins sur l'ensemble de la planète. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait cet hégémon-là. Les autres pourraient peut-être abandonner la logique de puissance, ce qui me semble peu probable, mais l'hégémon, de toute façon, aurait besoin de continuer sa logique de puissance. Parce que, oui, je le propose parce que c'est une façon de sortir de l'ordre anarchique international. S'il y a un hégémon, c'est plus anarchique. Mais on a un problème de puissance, de croissance. Et c'est pas sûr que c'est faisable. Je ne pense pas que les États-Unis en ce moment seraient capables auraient la puissance militaire nécessaire pour être un hégémon. Donc, oui. L'hégémon, il est co-militaire ou il est idéologique aussi? Ah oui, bien sûr, il faudrait qu'il soit. Oui. Pour légitimer son monopole de la violence légitime. ça serait nécessaire. Parce que la puissance est composée, entre autres, d'attributs culturels qu'on appelle souvent le soft power en relations internationales, mais qui est souvent une notion assez galvaudée. Ou le MAD. Je ne sais pas si vous vous souvenez du MAD, notion très appréciée pendant la guerre froide, c'est-à-dire Mutually Assured Destruction, ou la destruction mutuelle, oui. Qui est certaine. Oui. Donc, par exemple, ici, on pourrait songer à dire, nous donnerons l'arme nucléaire à tous les États suffisamment pour qu'ils puissent tous oblitérer le reste de la planète. Et donc, il n'y aura plus de guerre, on aura découplé la puissance de la croissance économique, et on va espérer que personne ne se trompe de bouton en faisant la cuisine. Une autre version que moi j'aime, ce serait la création, sur exactement le même mode, donc tous les États auraient un virus qui pourrait disséminer, et au moins dans ce cas-là, l'humanité, bon, expérience ratée, on fait un retour à zéro, mais la biosphère est préservée. On s'assure que ça n'affecte pas les plantes, les animaux. On fait ça. Désolé, ça c'était ma minute. C'est très théorique, c'est pas des choses que j'appuie. J'ai envie de le mentionner. J'aime pas beaucoup ces choses. Voilà. Donc, il y aura sûrement une autre voie, mais c'est ce que je souhaite dire, peut-être à ceux qui pensent à la décroissance et ceux qui militent pour. Si vous prenez votre idée au sérieux, vous êtes en train d'inventer des nouvelles règles pour le monde. Mais pas juste pour le monde, je veux dire. La science, la philosophie, la politique,
je vois difficilement comment on peut se servir, par exemple, de la science politique. Non, peut-être celui-là, je vais pas y aller tout de suite. De la science économique, que tout était conçu dans une perspective de pratiquement d'États, et puis je vais être critiqué par les économistes, là, mais c'est correct, d'États qui sont souverains et qui font des échanges commerciaux et qui s'organisent avec une main-d'œuvre disponible. Il y a tellement de pans, et donc tous les plus qui tombent à l'eau du jour au lendemain. Il y a tellement de pans de science que je me demande si il ne faut pas, puis c'est ce que certains d'entre nous faisons, revenir vraiment à des modes de réflexion qui datent d'avant l'institution de l'État moderne. Parce que c'est peut-être là où je continue. Donc, conclusion 1. Le pacifisme est une condition incontournable à la décroissance. Ah, c'est intéressant. Ça fait une belle utopie. On vous promet qu'il n'y aura plus de guerre, parce que de toute façon, notre projet ne fonctionnerait pas si on... Et donc, une question implacable, comment peut-on éviter que l'anarchie du système international fasse avorter toute tentative de décroissance? Ça peut être formulé sous plein d'autres façons. Vous en avez des meilleurs que moi. Alors, passons un peu à la violence intra-étatique. La puissance est l'attribut principal de la raison d'État. C'est juste un découlant du postulat réaliste qui dit que l'État est là pour assurer sa survie. Ici, je rajoute, là je sors un peu des relations internationales, donc je tombe un peu dans la pensée hobbesienne, Hobbes a souvent été cité par les réalistes. Et donc je vais vous parler du Léviathan. Il se peut que je mentionne le Léviathan. Le Léviathan peut être conçu, dans la pensée de Hobbes, c'est un peu le chef d'État. Donc, lui, il visait d'avoir un roi. C'est sûr que dans nos démocraties complexes, peut-être qu'une personne n'incarne pas le Léviathan en tant que tel. C'est peut-être un peu une construction théorique. Mais voilà, Et donc, le Léviathan, lui, sa motivation, outre de se protéger des menaces extérieures, c'est aussi de conserver le pouvoir à l'intérieur, parce qu'il a des challengers. Je ne sais pas si vous connaissez le nom d'un général français en ce moment en poste. Un général? Oui, un général d'armée. Oui, mon commandant. Ce sont les principaux challengers du pouvoir. Vous ne les connaissez pas, mais c'est pas grave. C'est la preuve qu'on est rendu très étranger à cette manière de raisonner, parce qu'ils possèdent potentiellement le contrôle sur le pouvoir militaire. C'est d'une évidence parce que vous suivez les coups d'État qui se passent en Afrique ces temps-ci, ou partout dans le monde, tout le temps, en fait, mais qu'on oublie parce qu'on est dans nos démocraties très stables. Quoique vous avez vu plus d'actions ici que de notre côté de l'Atlantique. Et donc, la raison d'État n'a rien à faire de la démocratie. Il y a quand même des couches. Dès que la raison d'État est touchée, la démocratie saute. Mais j'ai rien à vous expliquer de ça. On vient de vivre la COVID. On l'a tous vécu. Nos libertés individuelles, ils peuvent sauter à la vitesse grand V. Ça prend un décret. Et c'est fini. Donc, voilà. Toute initiative, donc, qui aurait comme conséquence, à terme, la réduction de la puissance de l'État, serait nécessairement et violemment réprimée. La répression des mouvements sociaux en ce moment, c'est rien, à comparer à ce que ça pourrait être. Voilà. C'est ma prédiction. Je ne suis pas un prophète. Peut-être que j'ai tort. Ah, ça, j'ai rajouté ce petit nouveau-là. Il n'y a pas de puissance sans travail. Est-ce que j'ai besoin de l'expliquer? Oui. Oui? Alors, je vais le faire peut-être par un saut historique. Je ne suis pas historien, je m'en excuse. Et les Français ont tellement une meilleure formation historique que la nôtre. Donc, je vais peut-être dire des impairs. C'est pour ça que j'ai gardé ça très flou, mais la construction des États modernes a nécessité l'accaparement des moyens de la violence à l'intérieur de ses frontières. Je pense que c'est consensuel.
Ça impliquait que les détenteurs des moyens de production, puis là, je ne sais pas à qui vous pouvez penser, peut-être des aristocrates, des seigneurs, ça dépend des territoires, des temps et des lieux. Ils ont graduellement perdu les moyens et la légitimité de contraindre leur main-d'œuvre, évidemment, main-d'œuvre étant un terme plutôt contemporain, par la violence physique. Je ne sais pas, je pense par exemple à l'organisation du servage. Il y avait quand même un peu de contraintes dans l'Antiquité. La majorité du travail était fait par des esclaves. On peut discuter longtemps sur le statut des esclaves, mais il n'en demeure pas moins que c'était ça. Et donc, c'est dorénavant l'État qui assure ce rôle. Et encore aujourd'hui, c'est un échange. Le contrat social ne s'est pas passé entre la population de la République et le pouvoir. C'est passé entre ceux qui avaient les moyens de production et l'État. Il est là le vrai. Nous étions que la marchandise qui était négociée, je crois. C'est peut-être trop radical, mais je dis juste la merde, c'est une zone à chier. Juste un mot. En France, on vient de connaître le mouvement des retraites. Le mouvement des retraites n'avait pas d'abord pour but d'allonger l'âge de départ en retraite, avait d'abord pour but d'allonger et de maintenir les conditions du travail fragilisé. Ce dont il s'agissait, c'est de maintenir un travail fragilisé. Alors, le fragiliser par tous les moyens, mais il ne s'agit pas de dire vous allez travailler plus pour gagner plus ou je ne sais quoi. En réalité, il s'agit juste, l'idée vient de Bernard Friot, certains connaissent, je trouve qu'elle est assez juste. Effectivement, l'idée c'est de maintenir la fragilisation du travail. Oui. C'est ce que tu dis en dernière phrase. Oui, en fait, c'est ça, j'arrive sur mes deux derniers points. Non, mais c'est super de l'actualiser dans l'actualité parce que bon, dès qu'il y a grève et que l'État, à un moment donné, se sent un peu menacé dans sa raison d'État, en fait, il va décréter une loi spéciale et il va rentrer dans le tas avec sa police. C'est un classique. Ça se fait de moins en moins souvent. Il a mis en place plein de mécanismes. Mais voilà. et donc, oui, s'assurer qu'ils ne puissent pas bien vivre s'ils ne travaillent pas. Juste la notion de payer un loyer pour se loger. C'est pas naturalisé, c'est pas quelque chose qui existait de tout temps. Jusqu'à un certain point, est-ce que c'est pas incroyable que la personne qui sert de force de travail pour quelqu'un qui possède les moyens de production prenne pas tout le peu de fruits du travail qu'il fait pour donner à d'autres détenteurs de moyens de production constamment? Et c'est une organisation qui s'est faite, mais qui a été naturalisée. Bon, je dis c'est par la science économique, parce que des fois, j'ai une dent contre les économistes qui ne se rendent pas compte, en fait, du travail de naturalisation constant qu'ils font. Voilà. Et même, bon, dans les sociétés avancées comme aujourd'hui, on en discutait hier, avec la démocratie, en fait, on se fait constamment culpabiliser. C'est complètement ironique. Si l'État doit imposer l'austérité ou fragiliser nos conditions de travail, c'est parce qu'on en a trop demandé puis qu'on s'est fait offrir du luxe qu'on ne pouvait pas se payer au niveau des mouvements sociaux. Ou s'il y a du chômage, c'est parce qu'on n'est pas assez productif, il faudrait couper le nombre de jours fériés, je ne sais pas. Donc, les vacances. Vous avez beaucoup de vacances ici. Hein? Il serait temps qu'on coupe, je pense. Ça ferait diminuer le chômage, on pourrait exploiter plus les gens. Et donc, la puissance et la violence intra-étatique aussi. Mais le souci, c'est que les sociétés contemporaines, donc avancées, là, je ne donnerai pas de... ont besoin d'une main-d'œuvre éduquée afin de demeurer compétitive, donc plus puissante. Le souci avec ça qui est fondamental, et on peut penser à plusieurs époques où c'est arrivé, dès qu'il y a un accroissement marqué de l'éducation globale de la population, il y a une vague de contestation qui s'ensuit. C'est partout et c'est automatique. Donc, j'imagine mai 68, peut-être serait un peu ça, jusqu'à un certain point. Ah ouais, ça c'est Paris, hein, je crois. Je vous ai mis des petits trucs français.
Et donc, oui, les individus éduqués sont capables de contester les inégalités jusqu'à temps que l'État réussisse à s'adapter, à trouver des nouveaux compromis ou à trouver des nouvelles façons de les contraindre au travail, eux aussi, malgré toute leur intelligence et leur formation marxiste qu'ils ont reçue à l'université, nécessairement de gauche. Bon, et donc, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il redistribue mieux les droits et les richesses. Ah, ben, si ma population soudainement est éduquée, peut-être qu'il faudrait que je me crée une classe moyenne plutôt qu'avoir uniquement des prolétaires que je peux exploiter. Parce que sinon, ils vont faire la révolution et ce sera le communisme, alors je serai plus capable de les contenir. Donc, la croissance nourrit la croissance, parce que redistribuer les richesses, particulièrement, les droits aussi un peu, ah, ben, ça coûte cher. Puis si ça coûte cher, ben, ça bouffe sur le budget militaire. Heureusement, on économise sur les CRS, mais c'est pas suffisant. Ça crée un cercle vicieux difficile à briser, une dépendance à la croissance, j'imagine. Donc, conclusion numéro 2, je ne sais pas pourquoi. La violence intra-étatique est un moteur de la croissance, c'est évident. Comment organiser la production et la redistribution sans violence? Bon, c'est des questions fondamentales que beaucoup de gens se posent depuis longtemps. Je ne suis pas original, je m'en excuse. Ah! Là, je passe un peu à un autre niveau. Si demain matin, quelqu'un réussissait à prendre le pouvoir d'un État, et qu'il n'y avait pas trop de menaces extérieures, disons, il y aurait un problème important, ce serait celui de conserver le pouvoir. Et presque automatiquement, il y aurait une contre-révolution qui se mettrait en branle. Je sais pas. Ici, on est trop au sud pour qu'il y ait... C'est comment ils s'appelaient les contre-révolutionnaires blancs? Les Chouans? Ah, je sais pas, peut-être. Oui, c'est... En Vendée, les Chouans. Ah, oui, vous avez... Les Ventrachous. Ah, donc vous comprenez un peu de quoi je parle, je pense. Et donc, probablement que pour rester au pouvoir, il devrait nourrir ses alliés, parce que on ne gouverne jamais seul. Si on est en démocratie, on doit graisser la patte à beaucoup de gens, mais ça coûte moins cher. Si on est dans un État autoritaire, on doit graisser la patte à quelques acteurs, surtout si on est un pétro-État ou dépendant d'une seule. Ah, et les généraux, évidemment. Mais tout ça coûte très cher. Et je pense que ça créerait un appel à la puissance. Et donc, dans la perspective du militant, au contraire, nous qui aurions poussé notre champion et héros au pouvoir, soit par la lutte armée, soit par la joute électorale, presque automatiquement, on devrait entrer en conflit avec les Léviathans, notre ami, en fait. Peut-être Michel, je m'excuse. Et donc... Je ferai une défense du Léviathan tout à l'heure. Oui, parfait, c'est génial, j'adore. Parce qu'il faut s'assurer qu'il ne sacrifie pas son programme décroissant. La tentation serait vachement forte. Et donc, ça créerait une espèce de triple tension très classique, opposant Léviathan militant, opposant est ainsi contre-révolutionnaire, qui créerait un appel à la puissance qui serait difficile. Et pourquoi j'en parle ici, c'est parce que, j'ai cru comprendre que la MCD souhaite planifier. Je pense que ça, c'est le genre de choses auxquelles on peut réfléchir pour éviter que ça se produise. Mais peut-être on n'est pas rendu là dans le détail. Le maintien du pouvoir est également un moteur de croissance, évidemment, et peut-on offrir une orientation politique durable sans recourir à la puissance? Ça aussi, c'est une vraie question. Pour convaincre des gens d'abandonner leur, leur statut social, même avant même leur confort, parce que c'est beaucoup plus l'identité, le statut. Est-ce qu'une Mercedes est une Mercedes parce qu'elle brise moins souvent que les autres voitures? Est-ce que c'est une Mercedes parce qu'elle est plus confortable qu'une autre voiture, ou est-ce c'est une Mercedes parce qu'elle place notre statut social? Je pense que c'est les deux derniers, mais particulièrement le dernier. Mais là, je suis pas original là-dessus.
c'est des auteurs autour de mai 68 qui m'inspirent. Ah oui, et ça c'est Jules César qui se fait assassiner par son fils. Simplement pour qu'on se rappelle que, outre en démocratie et les régimes monarchiques, la succession du pouvoir se fait toujours dans la violence. Ou l'exil, quand ça va bien. C'est là où je me lance. J'ai jamais parlé de ça à personne, donc vous pourrez me lancer beaucoup de tomates. La violence politique, en fait, est rarement concrétisée, surtout dans nos sociétés démocratiques. Là, je sais que vous allez me dire « Ah, ben, on a eu les retraites, on a mangé des coups sur la gueule, les gilets jaunes, et tous les autres. » Oui, vous êtes en France. Vous êtes le deuxième pays au monde qui a le plus de mouvements sociaux. Donc, vous connaissez... C'est qui est le premier? L'Afrique du Sud. Ah ouais. Oui. Ah alors. Ouais. Mais c'est drôle, là, parce que pour moi, c'est complètement lié au mythe fondateur national. Le mythe fondateur national français étant, bon, la prise de la Bastille et ce qui s'ensuit, selon l'interprétation qu'on en fait à droite, à gauche, noir, rouge ou peu importe la couleur. Les Sud-Africains, mais c'est l'apartheid de Nelson Mandela, même si c'est très récent. Il y avait une culture, et surtout que ça a été 30 ans de mobilisation, voire d'action violente préalable. Donc, oui, c'est très fort. Et c'est très violent aussi, il y a des morts à toutes les semaines. Dont on parle jamais parce que c'est généralement des gens noirs dans des... c'est pas des ghettos, c'est pas des townships, dites pas ce mot-là, ça n'existe plus. Mais c'est des bidonvilles à tout prendre. Voilà. Donc, c'est la droite qui permet à l'action violente de perpétuer ses effets dans le temps. C'est selon moi une évidence, parce que je ne vois pas d'autres moyens. Mais bien sûr, j'entends la peur vraiment dans une perspective qui me sert ici, donc c'est une construction théorique. Je ne crois pas nécessairement originale, mais ce ne serait pas une peur qui serait ni émotionnelle, ni réflexe, ni irrationnelle. Elle peut le devenir. Mais a priori, c'est pas ça. Donc, c'est pas si je vous fais sursauter. Parce que c'est ça, c'est très difficile de parler de la peur parce que tout de suite, les gens voient le côté émotion. Comme si c'était une réaction. Puis, on sait dans notre culture occidentale, l'émotion s'oppose à la raison. Or, anticiper un futur funeste, c'est un peu de la peur. Je ne sais pas exactement comment dire autrement. Oui, c'est rationnel, mais à quelque part, et ça peut devenir émotionnel. Mais de base, il y a quelque chose de profondément... et elle peut devenir complètement irrationnelle. Vu que c'est une anticipation, on peut faire des erreurs de jugement, mais complets. Si notre lecture du monde est celui d'un complotiste actuellement, je veux dire, tous ceux qui sont à gauche sont des pédophiles et les compagnies pharmaceutiques complotent en Suisse et dans 3 ans, ils vont avoir pris le contrôle de la planète et il y aura un agenda eugéniste qui va s'appliquer. Ce qui peut nous sembler irrationnel, mais en fait, c'est relativement rationnel parce que c'est... Ben, je sais pas, je suis pas capable de l'expliquer, mais pour eux, c'est bien. Bref, c'est un peu maladroit parce que je fais ça... Je fais ça parce que le cadre réaliste, en fait, est un peu lourd à apporter et un peu limité. J'essaie de le prendre et juste d'en trouver des fondements théoriques. Les gens qui font, par exemple, des relations internationales, dans un cadre académique, vont pas aller là. Parce que si tu fais de la science politique, pour développer ton jugement, tu dois te baser sur des faits politiques. Et ça ne serait pas considéré comme des faits politiques. Si tu fais de la sociologie, on va dire il faut que tu bases ta réflexion sur des faits sociologiques. Mais c'est si limitatif. Et donc, on est obligé de revenir toujours à des auteurs qui n'étaient pas pris par le même carcan académique, qui ont écrit au 17e siècle, ou un peu les Grecs, des fois, pour pouvoir asseoir nos réflexions qui sortent un peu du cadre.
C'est ce qui est vraiment lourd. En fait, on a peu de liberté et donc c'est aussi pour ça que je me présente à titre de citoyen. Et là, j'en profite, on m'a dit que j'avais du temps et que je pouvais tirer. Fait que j'étire. J'ai pas vu beaucoup de doigts, hein? Faut que je parle plus fort? Non. Ah, ça va. Oui, je suis content. Et donc, je la définis pas non plus comme l'antonyme de l'intérêt. Antonyme direct. Je voudrais pas dire, ou pas de l'intérêt lui-même, mais de la perte de l'intérêt. L'anticipation de la perte de l'intérêt. Ça serait beaucoup trop mécanique, puis ça rentrerait uniquement dans une logique de poursuite de l'intérêt. Ce serait juste l'inverse, une construction qui est faible. Et de toute façon, vous allez comprendre comment je le construis un peu par la suite et vous pourrez me lancer des tomates. Et peut-être dire pourquoi je fais ça éventuellement. Donc, on y revient encore une fois. Si l'État détient le monopole de la violence qu'il parvient à légitimer, j'ai reformulé pour que ce soit vraiment clair, et il est aussi une machine à gérer la peur, qui est absolument, génialement bien huilée. Tellement que la grosse majorité des actions qu'il pose pour gérer la peur, telles que définies précédemment, sont complètement invisibles à nos yeux. Sont complètement dissimulées, sont transférées à d'autres acteurs, et voilà. Et il joue complètement sur certains leviers. Là, bon, je mentionne des petites choses. Il peut l'augmenter, la diminuer, mais il peut le faire par secteur. Et il peut le faire par groupes sociaux. Et il peut le faire par métier. Il sait le faire par classe sociale. Il sait le faire sur les genres. Son arsenal est très, 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 très développé pour le faire, en fait. Et il les diminue quand ça commence à trop chauffer, il peut les diminuer. Si, par exemple, les acteurs sociaux commencent à découvrir, à voir clair dans son jeu, il y a une perte de légitimité, donc il doit reculer. Un peu comme la violence. La violence, ça coûte vraiment cher en légitimité, en fait. Il y a vraiment un coût direct à appliquer la violence. On ne peut pas abuser. Il doit toujours tester sa limite. Il doit constamment, parce que s'il dépasse sa limite, il va payer le prix cash par la violence ou voire même en étant destitué. On peut le penser en démocratie comme on peut le penser en tyrannie. C'est une évidence. Et donc, il va souvent essayer de les naturaliser, comme par exemple tout à l'heure je parlais des peurs économiques. Ça, c'est vraiment un classique. J'adorais quand l'État, il fait moins maintenant, mais pendant la mondialisation, on nous disait « Ah, mais on est complètement impuissant. » Des leviers économiques. L'État ne peut pas tout. Ah, oui, mais aussi on est contraint par, j'imagine qu'ici c'était un peu l'Union européenne, par nos traités de libre-échange. C'est qui a signé le traité de libre-échange? Et voir qu'avec l'arme nucléaire, tu n'étais pas capable de bien les négocier. Bref, je glisse des petites lignes politiques, mais des fois ça m'énerve un peu. Et donc, il va céder des pouvoirs à d'autres instances. L'État aussi, nos États modernes aiment, afin d'éviter justement la violence, va créer vraiment des zones de prévisibilité. En fait, la base, ce qui est fascinant, c'est que c'est pas tant l'ampleur des conséquences, oui, ça compte, mais c'est aussi la prévisibilité qui est importante. Donc, s'il y a la peine de mort dans mon État, ça devrait me terrifier jusqu'à un certain point, de peur d'être accusé injustement ou de, sous le coup de la passion, commettre un crime qui permettrait de châtier. Si mon système judiciaire est prévisible, cette crainte-là va être quand même relativement atténuée. Si c'est seulement à la volonté du despote, ben là, je suis terrifié. Et donc, nos États ont instauré plein d'institutions, en fait, pour rendre prévisible, disons, des conséquences. Parce qu'il y a certains domaines où c'est pas bon pour le business, je m'excuse, je vais boire un petit peu, d'avoir de la peur. Donc, il va beaucoup gérer la prévisibilité, mais souvent, il va pour être sûr que ce soit encore plus prévisible, il va déléguer ses pouvoirs à d'autres instances. Alors, je m'étends, mais ça aussi, je me suis amusé. Peut-être. Donc,
Pourquoi faire une analyse de la peur? Parce que là, je vous parle. C'est juste une reconception de choses que vous connaissez déjà, mais un peu formulée autrement. Donc, si on accepte l'idée que la violence politique étatique cadre nos vies et que la peur en est son extension, alors je pense que c'est pertinent de se doter d'un outil qui permet de l'analyser. Puis vous comprendrez peut-être un petit peu plus pourquoi. Donc, rendre visible certaines fonctions. Puis là, j'ai marqué 2, j'en ai écrit 3. Il était tard hier. Donc, rendre visible la violence politique dissimulée. Autrement dit, je vais le dire autrement, saper la légitimité de l'État et les raisons réelles de ses accroissements de puissance et de son exploitation du travail. Permettre d'analyser les motivations politiques, j'ai pas dit, mais des différents acteurs. Je pense que je dis que c'est un outil empathique. C'est un outil empathique au sens empathique, pas au sens j'apprécie ce que tu fais et je reconnais en toi la beauté de ton âme. C'est pas ça. Je pense que ça permet d'analyser le positionnement des gens en se mettant à leur place et en analysant dans quel réseau de peur ils sont inscrits. Parce que ce que je n'ai pas écrit là, qui est évident, c'est que tous les acteurs dans le jeu, même les très, 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 très puissants, donc même les Léviathans, sont inscrits dans des réseaux de peur. Enfin, le Léviathan est complètement angoissé par le fait de se faire assassiner. Nécessairement. C'est impossible. Même Macron, je suis sûr que il doit s'endormir la nuit avec un petit frisson. Et je trouve ça intéressant, peut-être plus que les intérêts. Bien que ça puisse être lié, je ne dis pas que les gens n'agissent pas par intérêt. Et pour le faire, il faut aussi comprendre l'acteur un peu dans ce qu'il est individuellement, jusqu'à un certain point, si ça vaut le coup de l'analyser. Puis donc, ça pourrait servir de guide à qui souhaiterait emprunter une trajectoire politique, surtout si elle est un peu radicale. Ça pourrait être pas un outil d'acceptabilité, je voulais dire peut-être une boussole. Ou ça pourrait servir de cadre d'analyse à essayer de réfléchir ce qu'on propose en fait, mais je sais pas. J'ai pondu ça hier soir, très très tard. Et donc, peut-être que ça pourrait être un outil pour répondre aux questions que Fleur a posées sur le blog cette semaine. Ben, c'était ton nom qui était en haut de la publication. Ah bon? Est-ce faisable, est-ce acceptable? Je ne sais pas qui l'a écrit. C'était 2 des 3 questions qu'il y avait pour la mise en place. C'est une question de Michel, mais je ne sais pas. J'avais un petit C'est possible que je sentiment. les ai mises quelque part aussi. Voilà. Est-ce faisable, est-ce acceptable? Est-ce faisable? Parce que je pense profondément que le est-ce faisable est une question profondément humaine et politique, bien plus que technique ou je ne sais quelle autre contrainte à l'extérieur de la conduite humaine. Puis là, je deviens assez fou. Je deviens assez fou. Pour m'amuser à créer une typologie de la peur. Politique, on s'entend. Rationnelle. Et donc là, sûrement que ça relève un peu de la psychanalyse et je m'en excuse, je sais pas. Et donc, je peux pas justifier ces choses-là scientifiquement, puis je souhaite pas le faire. J'espère juste qu'une fois que je le dis, c'est assez l'évidence pour qu'on puisse dire « Ah oui, il y a quand même un peu de vérité dans ce que tu dis. » C'est vraiment parce que c'est une zone à chier aussi. Et donc, la mère de toutes les peurs serait la peur de mourir. Bien sûr, plusieurs d'entre vous diraient dans la salle non. C'est correct. Il n'y a aucun souci avec ça. Celle-ci pousserait les individus à trouver des échappatoires cognitifs parce que cette peur serait trop douloureuse. Alors là, on est quand même dans la psychanalyse de base que je connais très peu. Donc, je regroupe 4 grands thèmes d'échappatoire cognitif. La perpétuation directe de l'individu. Et donc, quand je parle de ça, ça pourrait être collectif ou sociétal ou national. mais de base, je reviens à l'unité individuelle. Donc, réincarnation, vie après la mort, donc c'est généralement une catégorie un peu religieuse, spirituelle, disons ça comme ça. Perpétuation indirecte de l'individu après sa mort. Donc là, ici, je vois plutôt une sphère culturelle
identité, langue, nationalisme, œuvre, conviction, œuvre pouvant être une œuvre personnelle ou pouvant être la volonté de construire des pyramides qui dureront pendant l'éternité. Laisser sa trace, principalement. La maximisation du présent sensoriel. Ici, c'est un peu différent, donc là, je change de trame temporelle. C'est l'idée de dire, bon, ben, moi je suis athée, il n'y a rien après la mort, ça sera le grand trou noir, alors il faut que je vive ici maintenant. Bon, c'est rien de nouveau, les Grecs parlaient de ça il y a très très longtemps, mais je pense que notre société est particulièrement dans cette taxe en ce moment. Je pense qu'elle surinvestit, je pense que c'est la critique décroissante aussi. On se le dit. Et la maximisation du présent relationnel. Vous pourriez peut-être en ajouter. Ici, j'ai mis amour filial et romantique, amitié, don de soi, amour du territoire et de son environnement. Bon, c'est très hippie. Le capitalisme préfère détruire les relations sociales parce que si vous ne pouvez pas vous passer le blender, vous en achèterez plusieurs. Il y a juste le couple qui est toléré comme relation sociale par le capitalisme parce qu'il s'est dit qu'il ne serait pas capable de le détruire. Mais encore. Mais encore. Et donc, voilà, donc de ces 4 catégories, l'heure un peu contraire constitue, comment j'ai formulé ça? L'anticipation de la perte de ces échappatoires constitue des peurs secondaires. Pas nécessairement secondaires, ici je parle en niveau de frayeur, mais juste au fait qu'elles découlent de la peur principale. Et toute cette construction-là est complètement inutile, mais peut-être ou pas. Et donc, la peur mère est une peur secondaire d'un individu facilement manipulable. C'est l'irrationnel du posteriori, la rationalité de la peur, en fait. Mais pas tous, pas d'une façon mécanique, pas automatiquement. Voilà. En fait, pour dresser mes catégories, je me suis posé une question. Je me suis dit, pourquoi, si la mort est la peur mère, les gens acceptent de mourir à la guerre, par exemple, ou de se sacrifier pour une cause, ou de mourir pour leurs enfants? C'est comme ça que je suis arrivé à mes catégories. Voire même à mourir en défendant leur trésor. Quelle bêtise. Mais, voilà. Oui, mais les peurs... puis là, c'est pour ça que j'ai mis le livre de Sarah Ahmed, parce que j'ai fait un petit peu de cherry picking, mais en fait, je ne suis pas du tout dans la même ligne de pensée où elle a déjà la peur d'émotion. Et la peur est profondément quelque chose de culturel, parce qu'elle s'inscrit dans une réflexion qui est plutôt antiraciste. Mais ce qui est intéressant dans sa construction, et je ne suis pas sûr que c'est dans ce livre-là, ceci dit, c'est qu'elle elle donne des caractéristiques à la peur. En fait, comment elle se déplace, comment elle colle aux individus. Et je les ai un peu mis à ma sauce. Donc, il n'y a rien de plus facilement communicable que la peur. Je pense que nos systèmes cérébraux nous ont rendus très, très réceptifs aux messages de cette nature. J'imagine que les neurosciences l'expliqueraient beaucoup mieux que moi. Mais de toute façon, c'est le sens commun, je pense. Sont facilement transférables. Et ça dans plusieurs sens, mais je pense que les gens qui manipulent la peur sont facilement capables de prendre une peur à quelque part, la transférer s'il y a suffisamment de puissance communicationnelle, notamment, ou d'outils de création de légitimité. C'est vraiment facile de, par exemple, gagner des points politiques en créant une peur contre une minorité quelconque. C'est vraiment évident. Et les peurs collent à la peau, c'est presque salissent les groupes qui peuvent être identifiés comme des objets effrayants. Donc on peut faire un effet politique temporaire. Par chez nous, le premier ministre, pour se faire élire, va des fois faire des petits appels du pied à ceux qui ont peur de l'immigration, ils sont très anti-immigration. Mais rendu au pouvoir, il va augmenter les seuils d'immigration parce que on est en grave pénurie de main-d'œuvre et les industriels lui crient aux oreilles à tous les jours. Mais ça, c'est quelques appels du pied qu'il va faire en campagne électorale, mais
ces effets vont durer. C'est pas vrai, ça colle, ça stigmatise. Bon, ben, et donc, je sais pas, j'ai tout écrit ça hier soir, c'est très peu exhaustif et c'est un peu n'importe quoi. Et, bon, là, je passe à un autre chapitre. mais c'est ça, c'est un peu mon cadre d'analyse que je suis en train de développer. Qui permet de réfléchir peut-être un peu à la question de l'ambition. Puis là, j'ai pas fait un bon lien encore, il n'est pas développé, il n'est pas écrit. Oui, désolé, c'est Jean Hitler. C'est pas de la propagande que je fais, c'était juste... c'est juste pour faire réfléchir. Je crois que c'était un peu pour choquer. Les Québécois oublient certains épisodes historiques. Ici, vous en avez une mémoire beaucoup plus vive. Oui. Donc, la fonction première de l'État est de s'auto-justifier. On l'a dit 3 fois, 4 fois. Donc, on a désarmé les ambitieux hyperboliques, et je me répète, hein, c'est vraiment... Et donc, il fallait réorienter les ambitieux. Les ambitieux ici, il faut bien noter que ce n'est pas vous et moi qui souhaitons avancer dans notre carrière. C'est pas ça. Un ambitieux, peut-être la façon que je le décris, serait quelqu'un qui sort du régime de peur, et donc c'est une exception à ce que je viens de dire, parce qu'il retire quelque chose de très très fort de l'asservissement de ses pairs. C'est ces gens qui sont prêts à tout pour dominer. Et là, je ne veux pas rentrer dans une explication psychologique. Peut-être que leur rôle social, leur positionnement social fait qu'ils le font. Peut-être qu'ils le font parce qu'ils ont peur d'être déclassés. Mais il y a une partie des ambitieux qui sont... mais bref, de la perspective du Léviathan, l'ambitieux est peut-être le problème principal. C'est peut-être le chef de l'autre parti politique dans une joute électorale, c'est peut-être son général, mais c'est vraiment son... parce que souvent, il en a besoin pour gouverner, en fait. Donc, il y a un double rôle. Il est très... Et donc, comme je le disais tout à l'heure, en leur enlevant la violence comme outil, en fait, il a fallu les rediriger vers d'autres arènes. Et c'est aussi le pacte social. Et donc, les 2 arènes qui ont été créées, c'est l'institutionnalisation de l'ambition politique. C'était quand même nouveau une fois qu'on fait le parlementarisme et qu'il y a des canaux un peu balisés qui permettent de prendre le pouvoir. Ça permet d'autre chose qu'une compétition violente, qui était la norme précédemment. Et aussi, bon, l'État leur a dit, la sphère économique est à vous. Hein, dépassez pas la violence, ou pas trop. Mais après ça, vous faites un peu ce que vous voulez. Bon, après ça, il y a tout le temps des modulations. Et je pense qu'une des questions qui doit absolument se poser pour n'importe quelle personne qui veut prôner une utopie est donc la question de comment gère-t-on les ambitieux? Et là, je vais penser à la Russie communiste. Je pense qu'un de leurs échecs, c'est de ne pas avoir créé une nouvelle arène satisfaisante. Il ne restait que l'arène du parti. Ou peut-être être dans la police secrète. Ça peut satisfaire le désir de pouvoir. Mais je pense qu'ils avaient mal songé à ça. Et c'est une question, et je n'ai pas vraiment nécessairement de réponse. J'en ai une, mais qui est si faible. C'est une proto-réponse, mais je pense qu'il faut vraiment réfléchir à la question, parce que l'ambitieux qui challenge un gouvernement, mais pas nécessairement un gouvernement, c'est pas nécessairement un État, mais un mode d'organisation politique va commencer à se monter une armée secrète. Va voler n'importe quoi qui pourrait être une accumulation, qui pourrait être une monnaie d'échange. Par exemple, si on distribue gratuitement des gâteaux à toute la population, il va commencer à les voler, il va les cacher dans un repère secret. Et il pourra recruter une armée privée par la suite pour prendre le pouvoir et réinstaller un régime de puissance pour conserver le pouvoir. Et donc, on doit vraiment réfléchir à comment structurellement
on doit empêcher les dynamiques de puissance de réémerger. Donc, c'est ce que je critique, que, par exemple, à certains décroissants par chez moi. La mode est au municipalisme. Donc, ils ont une petite tendance anarchiste et ils vont dire organisons-nous sur la base des villes ou de territoires géographiques. C'est génial. Ça permet moins d'accumulation de puissance. On consomme ce qui est produit dans les alentours. C'est local. C'est génial, mais moi, la question que je leur pose et pour laquelle j'ai toujours pas de réponse, c'est mais comment vous empêchez que l'histoire du Moyen-Âge se reproduise? Que les cités-États ne se font pas la guerre pour des ressources? C'est quoi votre frein dans votre système? Parce que notre système en ce moment, puis ça, il faut que je le dise, pour moi, l'État est peut-être la plus belle construction, l'État moderne, démocratique, libéral, je ne sais pas, est peut-être une des plus belles constructions de l'humanité. Mais c'est aussi une des pires choses qui mériterait probablement d'être détruite. Bref, c'est une question qui se pose. Est-ce qu'on est rendu à vouloir s'en débarrasser? Je bégayais beaucoup trop, mais où en étais-je? J'ai perdu mon fil. Comment on fait? Tu leur poses la question, tu n'as pas la réponse. Oui, les ambitions. Peut-être dans une C'est petite quoi le municipalisme. frein? Oui, le municipalisme. Oui, et je crois que c'est fondamental. Parce que si on dit, qu'on ne veut pas être dans une logique de puissance, comment on fait pour éviter que les autres entrent dans une logique de puissance? Parce qu'il va toujours y avoir, puis là, bon, je parle des ambitieux parce que je veux rester dans un thème un peu hobbesien ou pensée politique classique, ou Machiavel, ou je sais. Sûrement. J'ai une belle photo avec Machiavel quand on était potes. Dans cet esprit-là, quelqu'un que j'aime beaucoup, moi, qui s'appelle Onofrio Romano, qui a participé au festival il y a 6 ans maintenant, effectivement, développe l'idée que quand les décroissants défendent le localisme, ils oublient juste une chose, c'est que le capitalisme est né dans les villes-États de l'Italie, et que si les mêmes causes produisent les mêmes effets, alors nos défenses du municipalisme annoncé comme libertaire, en réalité, ne fera que répéter ce que tu es en train de dire. Oui, c'est ça. On reviendra. On y arrive par d'autres chemins, mais on arrive à une conclusion effectivement semblable. C'est sûr que pour moi, vu que la cause n'étant pas le capitalisme, parce que je pense que la Russie révolutionnaire est tombée dans une logique de croissance tout aussi folle que... Bon, certains diront que c'est un capitalisme d'État, mais elle est tombée dans une logique de puissance, mais complètement folle, en fait, juste parce qu'elle était contrainte. Et ça serait vraiment bête de recréer ça, parce que probablement qu'on tuerait peut-être l'idée de la décroissance pour 1 ou 2 siècles. Je sais pas, bref, je parle. Et donc, bon, peut-être qu'il faudrait fermer l'arène de la compétition économique. C'est ma proposition. Facile à dire, n'est-ce pas? Créer une nouvelle arène, les guides de métiers ou corporations. En fait, dans mon idée, c'est que je pense que les guides auraient ces créneaux-là comme vraiment survie. Et qui aurait quand même beaucoup de pouvoir investi dans les guildes de profession. Et donc, pour devenir quelqu'un qui domine un peu les autres, là, il faut qu'ils réussissent à créer les meilleurs produits possibles pour tous de manière éthique en utilisant le moins de ressources possibles. Et comprenez-moi bien, là, vraiment dans une optique, en fait, vous le verrez par la suite, mais c'est si simple et c'est si bête, et peut-être que c'est pas ça, mais c'est parce qu'il manque un peu aussi celui-là. Et donc, abolir toute forme de propriété privée ou publique. Ah oui, bah. Non, mais c'est. Puis je viens pas là. Ça a l'air simple en fait. Non, pas du tout. Non. En fait, puis je viens pas du tout d'un point de vue idéologique quand j'écris ça. La seule façon que j'ai réussi à penser qu'il y aurait plus de puissance, ce serait d'éliminer toute forme d'accumulation. Puis la seule façon que j'ai réussi à penser d'accumuler
d'empêcher toute forme d'accumulation, c'est d'abolir toute forme de propriété. C'est bête. Je pense que Marx, des fois, il trouvait des choses semblables. Et donc, ouais, plus de propriété. En fait, une des questions que je me pose et qui est quand même évidente, c'est est-ce que, par exemple, dans la ville de Montréal, il y a suffisamment de voitures pour tous les citoyens? La réponse est amplement. Mais amplement. Elles passent 90% de leur temps au bas mot à ne rien faire, à rouiller, quoi, à s'user. Est-ce qu'il y a suffisamment de logements? Bon, en ce moment, non. mais du moment qu'on en construit suffisamment, pourquoi il devrait y avoir de la propriété? Et tout. Et là, vous me direz, oui, mais le problème économique fondamental sur lequel toutes nos sociétés sont basées, c'est le problème de la rareté. Ah! Je sais pas. La rareté créée. La rareté des voleurs. De ceux qui s'accaparent des ressources pour contrôler les autres, oui. Mais de la rareté, je sais pas. Je suis pas certain. Mais je veux pas non plus que ce soit l'État qui possède la propriété. Parce qu'il va rentrer dans des logiques de puissance. C'est automatique. Il n'y a pas de... C'est la définition même de l'État. Il n'y a aucune façon. Évidemment, vous me direz, tu n'as pas de trajectoire dans ton truc. C'est vrai. C'est complètement vrai. Et là, peut-être que l'État serait le meilleur outil pour s'y rendre. En fait, en nationalisant tout, pour commencer. Ce qui rendrait la chose plus facile par la suite. Mais bon, l'idée, ce serait vraiment de construire de manière tellement durable. Combien de chaises avons-nous besoin sur la planète? Ah bon, probablement quelques-unes par individu. Hein, disons, on veut vivre confortable, alors disons une dizaine de chaises par individu sur la planète. Eh bien, construisons-les, mais qu'elles durent pour 200 ans. Faisons-le. Oui, au début, ça va peut-être être un peu difficile, on utilisera nos vieilles chaises. Et faisons des modèles parfaits. Perfectionnons. Oui, j'ai pas assez dormi. Changeons la logique de la production. Ça n'a aucun sens. Une logique. La seule logique qui compte en ce moment, c'est la logique de la séduction au moment de l'achat. Un peu à l'utilisation, et on va aller écrire des critiques sur Internet sur les produits pour dire « Ah ouais, je suis déçu ». Non, mais faisons des vrais produits, faisons-les pour tout le monde. Parce que ça va être facile de les faire pour tout le monde s'ils durent 200 ans. Au début, peut-être être rocaillé un peu, mais le problème de rareté ne se posera plus. Ça me semble d'une évidence. Et donc là, je vais dire une phrase qui peut-être est choquante, mais dans cette vision-là, la décroissance, c'est l'abondance. C'est une autre perspective. Elle est défendue par aujourd'hui toute une école. Une école de la décroissance à laquelle la MCD se revendique. Hein, je dis tout de suite. Et là j'ai accroché les fils. Oui, tout à fait. Bon, mais j'aime le slogan. Ça fait pas longtemps que j'ai découvert. Ah. Oui. C'est ça. Je suis tout nouveau. Je suis né il y a quoi? C'était quand la face en avril? En mai? Je suis né en mai. Et donc, ça c'est ma vieille cartographie. Je ne l'ai pas mise à jour, je suis désolé. C'est la cartographie, et donc elle vous sera présentée. On pourra en discuter plus longtemps. J'ai juste essayé de rentrer mes trucs dans les cases. Pour la transition, en fait, l'outil que je propose, c'est l'analyse de la peur. Parce que tout le temps, en venant ici, je me disais, mais comment penser la transition? C'est ça. J'ai juste un outil purement théorique.